Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1055 de One Piece. Après le chapitre légendaire que nous avons eu la semaine dernière, est-ce que celui-ci a été à la hauteur de nos attentes? Eh bien pour le coup, nous ne sommes pas en reste de révélation avec l'histoire antique de Wano Kuni dévoilée par Sukiyaki ou même le coup de pression légendaire de Shanks face à un amiral. Mais malheureusement, pas de barbe noire dans ce chapitre. Fais chier putain! Bon attendez, on a encore un seul chapitre de marge. S'il n'apparaît pas dans le prochain par contre, c'est cuit. La théorie de ma dernière review part en morceaux. Ça me dégoûte. Dans ce chapitre, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais avant ça, je dois vous informer de deux choses importantes. Avec Zen Market, je vous fais gagner 3 magnifiques figurines de Luffy, Ace et Sabo sur Twitter. Alors si vous n'y avez pas encore participé, n'attendez pas, ça ne vous coûte rien. Et ensuite, cette vidéo va comporter un court placement de produit. Voilà, tout simplement. Maintenant que mes messages sont passés, nous allons pouvoir commencer. Et n'oubliez pas que si cette vidéo vous plaît, alors laissez un like pour soutenir mon travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors rejoignez la flotte, c'est totalement gratuit. Merci les bros. Et allons-y. Le monde est rempli de dangers, les espions sont partout, la confidentialité vit ses heures les plus sombres, mais ça, c'était sans compter sur CyberGhost. Aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter le VPN, leader mondial dans le domaine. Rendez anonyme votre adresse IP et naviguez en toute sérénité à travers le web en cryptant vos données grâce au logiciel de CyberGhost. D'une interface simple, fluide et efficace, changez de pays en seulement quelques clics et débloquez un tout nouveau monde de contenu riche et divertissant. Disney+, Netflix ou même Prime Video, plus de 35 plateformes de streaming sont faciles d'accès pour profiter de films, animes et séries étrangers exclusifs, quel que soit votre système, Mac, Windows, Linux, Android et même console et Smart TV. Ainsi, l'intégrale de One Piece sur Netflix, au hasard, vous est accessible en quelques secondes après vous être connecté au serveur du pays que vous désirez. Toujours sur Netflix, trouvez un tas d'animes qui ne sont pas accessibles dans le catalogue français. Death Note, One Punch Man, Shaman King, Maggie et même les OAV et films de One Piece et Naruto y passent. C'est le meilleur moyen de rentabiliser son abonnement Netflix et ça marche même avec ma connexion éclatée au sol, c'est vraiment prodigieux. On va pas se le cacher, les avantages sont trop nombreux pour ne pas se laisser tenter. 7 appareils utilisables à la fois, aucune donnée stockée sur leurs 7600 serveurs répartis dans 90 pays, garantie de remboursement de 45 jours et même une assistance clientèle 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à mon lien en description, bénéficiez de 84% de réduction pour seulement 1,94€ par mois, plus 4 mois supplémentaires gratuits. Alors n'attendez plus et laissez-vous tenter. Merci à vous et merci à CyberGhost pour la sponsor. La première partie de cette review va se concentrer sur le duel Momonosuke-Ryukugyu. La deuxième partie sera sur l'histoire de Wano Kuni révélée par Sukiyaki et la troisième sur la présence de Shanks en cette fin de chapitre. Alors concernant le duel de Momonosuke contre Ryukugyu, comme largement attendu de la part du nouveau shogun, il voulait bel et bien affronter Ryukugyu seul mais avec ses fourreaux rouges, sans Yamato. La vérité derrière cette décision est que Momonosuke ne voulait pas dépendre de la force de Luffy et en particulier celle de Yamato puisqu'il désire qu'elle parte de Wano Kuni. Il est conscient qu'elle a été enfermée toute sa vie et maintenant qu'elle est libre, il ne veut plus avoir besoin d'elle puisque sa place n'est plus ici. C'est la raison pour laquelle ce sont Momonosuke et les fourreaux qui combattent l'intrus, ce sont eux les protecteurs ultimes de Wano Kuni qui ne doivent reposer sur aucune autre force que la leur. Ah vraiment, autant j'avais du mal avec le Momonosuke de l'époque, autant j'adore sa mentalité d'aujourd'hui et je trouve ça absolument fou qu'il ait toujours que 8 ans d'âge mental. C'est totalement normal qu'il devienne le meilleur shogun que Wano Kuni ait connu quand on voit la maturité, le sérieux qu'il a à seulement 8 piges. À cet âge-là, Oden, il avait déjà un harem de femmes, il avait attaqué des prêtres, il avait attaqué des yakuza, enfin, c'était le bordel, c'était pas du tout la même prestance. Le caractère que toute cette aventure lui a forgé est incroyable et l'inspiration de Luffy a été une chose très précieuse pour son développement. Le Momonosuke à la fin de One Piece sera, je pense, l'un des personnages préférés de très nombreuses personnes. Et d'un autre côté, c'est les montagnes russes avec la théorie Yamato Mugiwara. Un chapitre, elle va prouver que son rôle au sein de Wano Kuni est presque indispensable, et un autre chapitre, tout va se mettre en place pour qu'elle puisse quitter le pays avec Luffy. Non, ouais, vraiment c'est trop, mais c'est aussi ce que j'aime encore plus avec cette théorie, car les deux scénarios sont probables, et nous forcent à ne pas rester ancrés dans nos positions. J'ai toujours voulu et théorisé le départ de Yamato avec les Mugiwara, et même si j'y crois à 100%, de nombreux chapitres m'ont vite rappelé à l'ordre en me remémorant qu'aucune théorie n'est infaillible. La théorie Yamato qui reste à Wano Kuni, c'est un peu le Shanks Mastermind actuel. Tu ne veux pas de cette théorie, mais d'un côté tu sais que ça peut arriver et tu peux pas forcément fermer les yeux. C'est juste de la lucidité et je préfère savoir prendre un petit peu de recul plutôt que foncer tête baissée et baser tous mes espoirs sur une chose qui a quand même un assez grand risque de ne pas se produire. Et même sans ça, je serais dégoûté que Yamato
ne rejoignent pas les Mugiwara, et il faudrait vraiment un justificatif de ouf de la part d'Oda pour y passer la pilule, parce que là moi je vais y croire jusqu'à la fin de l'arc. Puis Momonosuke nous a très bien prouvé aujourd'hui qu'il est capable de se défendre. Alors qu'il était dominé par la puissance de l'amiral, il est parvenu à utiliser un Boro-Breast désespéré sur Ryokugyu et ainsi le forcer à se régénérer. Il n'allait pas pouvoir le vaincre, certes, mais c'est déjà une prouesse d'avoir donné des sueurs froides à l'élite de la marine. Enfin, l'élite de la marine... Oh, coff coff, on en reparle plus tard. Malgré tout, j'ai vraiment été surpris, premier degré, à voir Momonosuke utiliser si tôt une telle attaque d'une telle puissance. Dans mon raisonnement d'une crédulité extrême, je vous disais dans la dernière review que oui, c'est un foreshadow si Momonosuke a échoué dans son Boro-Breast parce que ça arrivera plus tard, après une ellipse. Ouais... Non, Momonosuke lui a sauté pas mal d'étapes et a réussi à invoquer une telle attaque en 2 essais. Bon, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus difficile ou même qu'il ait déjà tenté de le faire dans son combat contre Kaido, mais en prenant du recul, il a été capable de porter Onigashima, alors bon. Puis ça reste Momonosuke, c'est le fils d'Oden. En tout cas, il est puissant. Très puissant, et même si son adversaire s'en est bien sorti, il faut réaliser que chauffer un amiral comme premier intrus, c'est pas donné à tout le monde. Wano Kuni va forcément finir par redevenir la cible de pirates cherchant à s'emparer de ce territoire. Si déjà à l'époque c'était une nation ciblée par plusieurs attaques d'outsiders, alors ça risque bel et bien de continuer. Mais Momonosuke et les fourreaux rouges ont prouvé leur compétence à défendre ce pays qui leur est cher. Tant qu'il ne s'agit pas d'un Yonko, d'un amiral ou même d'un puissant Shichibukai, je pense ne pas trop m'avancer en disant que les samouraïs de Wano Kuni seront capables de prospérer sans les autres. Il faut aussi dire que c'est leur but premier. Comme le disait le défunt Yasui, les samouraïs d'Oden devront être les gardiens du pays. On va pouvoir conclure cette partie car la suite est, on va pas se le cacher, bien plus intéressante et ça commence dès maintenant avec l'histoire de Wano Kuni et la localisation de Pluton. Chapitre 1053. Sukiyaki confirme les dires de Robin. Oui, l'arme antique Pluton se trouve bel et bien ici. Cette première révélation allait inévitablement nous plonger dans un univers totalement différent de Wano Kuni, une vision nouvelle sur cette île antique. Et pour cause, dans ce nouveau chapitre, Sukiyaki explique avec plus ou moins de précision la vérité autour de Wano Kuni et de son isolationnisme. Tout ce que je peux dire, c'est passionnant. Un passage secret dans le sol mène directement dans les profondeurs de Wano Kuni, là où se trouve le 3e rod poneglyphe des Mugiwara. Le père d'Oden commence alors par expliquer l'histoire de Wano Kuni. Au fond des terres se trouve l'autre terre de Wano qui existait il y a 800 ans de cela. Il s'agissait d'un pays immense, 3 fois plus grand que le Wano actuel, situé au pied du mont Fuji, au même niveau que la mer. Mais à un point précis de l'histoire, l'île a été entourée et enfermée par des murs, l'eau de pluie s'est accumulée jusqu'à inonder tout le pays et atteindre la partie la plus haute de ces murs, créant de l'autre côté de gigantesques cascades d'eau douce. Les citoyens ont donc abandonné le Wano Kuni original et ont habité un nouveau pays, le Wano actuel, celui se trouvant au sommet de l'eau et sur lequel tout l'arc s'est déroulé. Plus encore, en dessous du mont Fuji se trouverait l'arme antique que l'on recherche depuis pas loin de 20 ans, Pluton. Et pour libérer cette arme, il va falloir ouvrir les frontières de Wano, ce qui représente simplement de détruire les montagnes autour de l'île. C'était captivant. Comme à chaque fois que l'on se replonge dans l'histoire antique de One Piece, Oda a cette capacité à nous happer instantanément et ça a encore été le cas aujourd'hui. Alors que pouvons-nous déduire de cette révélation? La présence du rod poneglyph n'est pas étonnante. Plus qu'un seul pour Laftel, oui, mais ça sera peut-être le plus difficile à obtenir. De ce côté-là, je n'ai rien de particulier à développer puisqu'il n'y a pas de surprise. Par contre, pour le reste... Encore une fois, le mythe de la cité antique disparue refait surface. Nous avons eu à maintes reprises l'occasion de vivre ce genre d'histoire dans One Piece, et étonnamment, chacune de ces époques ramène au siècle oublié. C'est le cas avec Wano Kuni. Aujourd'hui, nous apprenons encore une fois que cette nation était du côté des perdants durant le vide de 100 ans, tout comme l'ancien royaume ou bien Chandora, ainsi que la tribu des Lunariens. En effet, chacun de ces pays, chacune de ces nations ont vécu le siècle oublié comme une tragédie, là où les 20 royaumes qui fondèrent le gouvernement mondial l'ont vécu comme un renouveau et le début de leur règne. Alors finalement, si l'ancien royaume était divisé en plusieurs autres royaumes et que le Wano Kuni que nous venions de découvrir en faisait partie. Remontons en 2017 et à ma vidéo sur l'ancien royaume et le peuple dédié. À cette époque, je voulais vous expliquer qu'à mon sens, les pays persécutés par le gouvernement mondial aujourd'hui et qui n'étaient en aucun cas affiliés à eux, étaient alors leurs ennemis il y a de ça plus de 800 ans. Mais également que tous les ennemis du gouvernement étaient alliés et que par conséquent, l'ancien et gigantesque royaume dont parlait Clover abritait à l'origine des membres de toutes les races du monde. Cela aurait été le lieu du partage et de la liberté par excellence, et ce, peu importe l'espèce, la tribu, la taille ou la force.
À cela, j'avais plusieurs arguments, par exemple les Minx et les hommes poissons. Nous ne savons absolument rien sur leur origine, si ce n'est qu'une chose, la période à laquelle ils ont fondé leur civilisation. Par ce terme, j'entends surtout la période à laquelle ils ont habité et fondé le pays où nous les avons découverts. Il est dit des Minx qu'ils se sont isolés sur Zunesha depuis environ 1000 ans. Un millénaire. Et pour les hommes poissons, c'est plus ou moins la même chose puisque Neptune nous révèle qu'ils ont créé cette île, ou du moins qu'ils sont arrivés sur cette île il y a fort longtemps. Généralement, le fort longtemps dans One Piece équivaut à plus ou moins 800 à 1000 ans, voire plus encore. Donc les Minx et les hommes poissons n'ont pas toujours vécu sur leur île respective. Où étaient-ils avant ? Eh bien, ils auraient pu vivre ensemble en harmonie avec tous les autres dans l'ancien royaume il y a de cela plusieurs siècles. Pour des questions évidentes de manque de place, certaines espèces, certaines tribus se seraient volontairement séparées de l'ancien royaume pour créer leur propre civilisation tout en restant alliés et en excellents termes. Ce qui serait un gros foreshadow pour moi n'est nul autre que la liste de vente des esclaves de l'archipel Sabaody. Il montre toutes les espèces qui subissent un trafic ouvert aux yeux du monde et toutes les espèces contre le gouvernement en feraient partie. Il s'agirait donc des espèces ayant comme origine très ancienne, bien plus vieille que 1000 ans, l'ancien royaume disparu. Bien sûr, nombre d'entre elles ne seraient pas citées comme les Lunarians ou les Shandia, car considérées comme disparues aux yeux du monde ou d'une rareté extrême. Et effectivement, en parlant des Shandia, Shandora n'était pas en reste en tant que partie de l'ancien royaume, et je m'en suis rendu compte davantage aujourd'hui grâce à ce chapitre. La magnifique cité d'or que les Mugiwara ont visitée dans le ciel se trouvait à l'origine sur la mer Bleue. Plus encore, malgré la distance qui la sépare de Wano Kuni et du caractère isolationniste de cette dernière, ces deux îles semblaient avoir une forme de commerce entre elles. Wano Kuni est la seule nation capable de produire et travailler le granit marin, granit qui fut utilisé à Shandora, notamment chez Wiper et les patins qui l'utilisent à de nombreuses reprises. Les deux cités ont également le surnom de cité d'or. Shandora, car comme nous avons pu le voir, était recouverte d'or que Ener a récupéré, et Wano Kuni, comme cela a été révélé au chapitre 937 par Gyokimaru, était connu pour être le pays de l'or dans le monde entier. Mais là où c'est dingue, c'est à quel point le schéma de l'ancien Wano Kuni et de l'ancien Shandora a été maintenu avec une précision exacte par Oda. On apprend aujourd'hui que Wano Kuni est un pays constitué de deux parties, la partie haute, l'actuelle, ainsi que la partie submergée, la nation antique. Eh bien, c'est presque la même pour Shandora. Le pays est constitué de deux parties, le sommet de la cité visible à tous et la cité purement et simplement cachée et ensevelie. Les deux prétendues cités d'or sont quasiment pareilles. C'est fou, mais ça l'est encore plus en réalisant qu'avant son apparition dans l'œuvre, Cricket suspectait la présence de Shandora au fond de la mer. C'est ce qu'avait écrit son ancêtre Norlan qui, en revenant sur l'île de Jaya, ne retrouvait plus la cité d'or qu'il avait tant vantée auprès de son roi. Et l'une de ses hypothèses était qu'elle fut engloutie par les eaux. Vous l'aurez compris, tous ces royaumes antiques seraient donc liés et auraient été connectés par le passé à ce royaume majestueux que dévoilait Clover. Wano Kuni en serait l'un d'eux, bien évidemment, et il le prouve encore plus aujourd'hui. Mais alors, qu'est-il arrivé à ce fameux ancien royaume dont on parle tant? Où se trouve-t-il aujourd'hui? J'ai toujours pensé que Laftel était cet ancien royaume et j'imagine que beaucoup le pensent également. Roger aurait donc mis les pieds sur cette ancienne nation qu'ils ont simplement renommée. Pourtant, eh bien, justement, pourquoi faire ? Pourquoi renommer une île un royaume s'il avait déjà un nom à l'époque, un nom que craignait justement le gouvernement mondial au point d'exécuter immédiatement Clover? Un nom qu'aurait forcément découvert Roger en arrivant sur place et en découvrant l'histoire. Et si tout simplement, l'ancien royaume était lui aussi englouti, comme tous les royaumes antiques que nous avons pu découvrir dans One Piece jusqu'à présent. Que l'île qu'a découvert Roger et renommée en Laftel ne soit pas vraiment l'ancien royaume qui a disparu, car celui-ci serait submergé dans les mers de Grand Line, il n'en serait qu'une infime partie et le véritable One Piece se cache peut-être dans les fonds marins que seuls Poséidon et les rois des mers pourront révéler au monde. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le comportement des Tenryubito aurait pu nous laisser penser une telle chose. Le gouvernement mondial a cherché un point bien précis du monde pour s'établir, le grand continent de Red Line. Situé à plusieurs kilomètres de hauteur au sommet du monde, ici et quelle que soit l'arme antique, ils ne pourraient pas subir ce qu'ils ont eux-mêmes fait subir à l'ancien royaume. Ils ne pourraient pas finir engloutis dans les fonds marins. L'ancien royaume n'est qu'un nom générique donné à cette cité antique et majestueuse, car tous les royaumes disparus que nous découvrons avec les Mugiwara pourraient parfaitement être nommés de la même façon. Wano Kuni, Shandora, ces deux nations exceptionnelles ont malheureusement subi le même sort que le royaume principal auquel ils étaient rattachés. Cette capitale de la liberté qui aurait aujourd'hui disparu dans les fonds marins. Il est vrai que la localisation de cet ancien royaume est sujet à beaucoup de théories. Ici, ce n'est qu'une vision différente, mais il va sans dire que ce soit dans l'eau, sur terre ou dans les airs, le royaume détruit par le gouvernement mondial peut se cacher absolument de partout. En tout cas, cette révélation de l'ancien Wano Kuni était très inspirante et ce n'est pas fini car il faut encore parler de la construction des murs autour de l'île ainsi que de Pluton sommeillant au fond de celle-ci.
Pour ce qui est de la construction des frontières permettant l'accumulation de l'eau de pluie, il faut dire que ce n'est pas banal et la seule chose que nous savons à ce sujet, c'est Oden qui nous l'a dit. Les Kozuki en seraient à l'origine. Comment ont-ils bâti une telle construction? Eh bien désolé, mais une fois de plus, la seule chose qui me soit venue en tête, c'est la présence de divinité des éléments. Je vous en ai parlé pendant les 2 dernières reviews, j'ai vraiment pas envie de me rabâcher pour vous, mais aussi pour moi, alors sans aller dans les détails, les dieux cités à Chandora auraient bien existé et servaient à maintenir l'équilibre du monde. Contrairement aux armes antiques, elles aussi des divinités, ces dieux n'avaient pas le pouvoir de détruire mais de sauver. Parmi les dieux cités dans le rituel des Chandia, outre le dieu du soleil et dieu de la forêt que j'ai largement assez mentionné, se trouvait le dieu de la terre et le dieu de la pluie. Forcément, quand dans ce chapitre nous apprenons qu'une barrière de roche a été créée pour protéger Wano Kuni et que la pluie s'est accumulée à l'intérieur au point d'engloutir et de préserver l'ancien Wano, il ne m'a pas fallu longtemps pour relier tout ça à ces fameux dieux manquants. Le dieu de la terre aurait créé la barrière et le dieu de la pluie aurait inondé l'ancien Wano Kuni pour le préserver et permettre à ses habitants de vivre au-dessus de la mer, au sommet de la barrière. Pour ce qui est de leur identité, ça reste forcément un mystère. Est-ce Oz, le transporteur de continents, ou l'un des membres de son espèce, l'un des tout premiers utilisateurs du fruit de la roche comme celui de Pika? Je suis pas encore convaincu à 100% de tout ça. Il pourrait s'agir simplement d'un personnage inconnu au bataillon et ça malheureusement on ne peut pas encore le prévoir. Bon, je vais pas m'étendre plus sur cette partie, si je dois le faire ça sera dans une vidéo dédiée, donc on va passer directement au vif du sujet. Non, Shanks ça vient juste après, ne vous en faites pas. En effet, l'arme antique a été une nouvelle fois mentionnée avec les révélations qu'elle sommeille au fond de Wano Kuni et que pour la libérer, il faudra briser les frontières du pays. Alors c'est au mot près ce que j'avais dit dans ma review du chapitre 1053, que pour libérer Pluton, il faudra ouvrir le pays, mais ça paraît tellement évident que tout le monde a dû penser à ça, alors je vais pas m'en vanter, mais maintenant je pense voir un petit peu plus clair dans ce qu'Oda a voulu faire avec cette arme antique. Pour ça, il faut reprendre un peu la chronologie de One Piece et surtout suivre les faits et gestes d'Oden. Oden voulait à l'origine simplement découvrir le monde. Sauf erreur de ma part, à aucun moment la mention d'ouvrir les frontières de Wano Kuni n'a été faite avant son arrivée sur Laftel. Ce n'est qu'au chapitre 968, en rentrant de son voyage avec Roger, qu'Oden dévoile sa volonté, son rêve, son ultime et nouveau objectif, ouvrir Wano au monde avant le jour où Joy Boy apparaîtra. Ce jour qui arrivera dans 20 ans. Encore après, au chapitre 972, celui marquant sa mort, Oden expliquera brièvement la fermeture de Wano Kuni à ses fourreaux. Et il y a bien longtemps, c'est le clan Kozuki qui a été responsable de la fermeture du pays au reste du monde, dans le but de protéger Wano d'un grand pouvoir extérieur. Rappelons que c'est ce qu'il a sans doute découvert sur Laftel, puisque lui-même a écrit dans son carnet de bord qu'il avait pris connaissance de toutes les vérités du monde et de ce que sont les armes antiques. Et la notion du temps ramène au siècle oublié, ce qui est aujourd'hui confirmé. Alors voici donc ma théorie suite à ces révélations et à ce chapitre. C'est Joy Boy, il y a 800 ans, qui aurait pris la décision d'enfermer Pluton sur Wano Kuni et surtout d'isoler l'île entière. Il aurait fait une telle chose pour protéger cette nation d'un grand pouvoir, celui du gouvernement mondial, qui a été capable de détruire l'ancien royaume. À mon sens, grâce à l'utilisation d'une autre arme antique appelée Uranus, aussi appelée Joy Boy savait que si le gouvernement mondial découvrait l'emplacement de Pluton, qu'il cherchait déjà à l'époque de Tom, alors ils obtiendraient un trop grand pouvoir et l'aube ne pourrait plus être levée sur le monde. Wano Kuni devait alors protéger cette arme antique en attendant le retour de Joy Boy, Luffy. C'est la raison pour laquelle Oden voulait ouvrir les frontières de son pays pour préparer son arrivée, car Joy Boy aura besoin de Pluton pour combattre et vaincre le gouvernement. Et plus précisément car Joy Boy est le guide des armes antiques, il est celui qui doit les utiliser de façon à sauver le monde et non le détruire. La première notion que nous avons de cette entité antique remonte à l'île des hommes poissons où une preuve écrite liée Joy Boy à l'arme antique Poséidon, l'ancienne princesse sirène. Aujourd'hui encore, nous apprenons que pour Joy Boy, il faut libérer Pluton. Il faut ouvrir les frontières, et pour ce faire, un être millénaire était présent au large de Wano Kuni, Zunesha. Ce même Zunesha qui est par un heureux fruit du hasard, l'allié, le Nakama de Joy Boy. Pluton, Zunesha et Joy Boy formeraient alors un trio unique et nécessaire à l'utilisation de l'arme antique. D'après ce que laissait comprendre Momonosuke en ne voulant pas ouvrir Wano Kuni tout de suite, la présence de Zunesha était alors injustifiée et inutile, raison pour laquelle l'éléphant a aussitôt quitté le large de l'île. Mais s'il revient dans un futur plus ou moins proche, ça sera pour détruire les barrières rocheuses de Wano Kuni, ouvrir à nouveau ses frontières au monde entier et par-dessus tout, c'est ici que le rôle de Joy Boy aura un sens, grâce à Zunesha qui tractera
et guidera le plus puissant bateau du monde, celui capable de détruire une île. Les Kozuki rempliront finalement leur rôle. Momonosuke aura ordonné à Zunesha d'ouvrir Wano Kuni pour Joy Boy afin que ce dernier s'empare de Pluton et que tous ensemble déclarent la guerre finale au gouvernement mondial pour instaurer la paix de l'ancien royaume d'autrefois. Tout ça, le père de Oden et Robin ne pouvait pas le savoir dans ce chapitre, mais nous le pouvons, et ce grâce à tous les éléments dispersés au fil des années par Oda. Dites-moi ce que vous en pensez, il faut absolument que je fasse une plus grosse vidéo de ce sujet car le caler dans une review limite les arguments et le développement du scénario, mais normalement vous avez compris le gros de cette théorie, le principal. Vous aurez également sans doute remarqué que je n'ai pas parlé de Kaido et Big Mom. Après tout, ils ont traversé le sol de Wano Kuni pour atteindre un endroit qui semble être le lieu de l'ancien Wano. Sauf que oui et non. Déjà, ils étaient dans une chambre magmatique et ils ont déclenché une éruption volcanique. Normalement, tout le magma condensé à l'intérieur a dû s'éjecter, donc Kaido et Big Mom avec. C'est logique. De plus, il faudrait que Pluton se trouve carrément dans la lave. Alors soit Kaido et Big Mom sont coincés à l'endroit précis où se trouve Pluton sans avoir été expulsés par l'éruption et l'ont donc découvert, soit ils ont détruit une partie de Pluton pendant leur chute. La première option sous-entend quand même que les deux empereurs vont revenir sur le devant de la scène en tant que méchants et avec une arme antique. J'ai peur que ça fasse un petit peu redondant et j'avoue ne pas être giga fan du scénario, ils ont eu 2 arcs à eux, la suite appartient à Luffy, Shanks, Barbe Noire et le gouvernement. La deuxième option est par contre giga intéressante. Imaginez que Pluton est détruite. Comment faire ? Eh bien ça tombe bien, sur Wano Kuni se trouve Minamoto, un charpentier légendaire, et Franky, un autre charpentier d'exception qui possédait justement les plans de construction de cette arme. Si Pluton est détruite, ils devront simplement la reconstruire et ils pourront le faire grâce à Tom. Affaire réglée. Boucle bouclée. On a passé beaucoup de temps sur cette partie, elle m'a passionné, j'espère que ça en était de même pour vous. Désormais dirigeons-nous vers le final de ce chapitre. Alors que le combat de Ryukugyu contre Momonosuke bat son plein, un certain Shanks le Roux intervient, sans bouger de son bateau, afin de dissuader l'amiral grâce à la puissance incroyable de son haki des rois. Paralysé, Ryukugyu abandonne, ne se sentant pas de taille pour affronter le Yonko. Nous découvrons par la même occasion que Luffy, Zoro, Sanji et Jinbe, le quatuor infernal des Mugiwara, étaient spectateurs au loin du combat des samouraïs contre l'amiral, prêts à intervenir au cas où ça dégénérerait. Et pour la première fois depuis le tout premier chapitre, Luffy ressent la présence de Shanks, faisant ainsi ressurgir de profonds souvenirs en lui. Bon, clairement une partie encore 10 sur 10 de ce chapitre. Tout d'abord, j'ai vraiment adoré la réaction de Luffy et des autres, ça prouve la confiance qu'ils ont en Momonosuke et les fourreaux, mais aussi que désormais la marine et les amiraux ne sont plus une menace. Il faut dire ce qui est, comment pourrait-il craindre un amiral seul alors qu'ils ont vaincu Kaido, le plus puissant pirate des mers que la marine elle-même craignait. Je sais que les rapports de force sont source de débats enflammés dans la communauté, j'adorais ça aussi à l'époque, maintenant j'en suis beaucoup moins intéressé, mais il était évident que Ryukugyu n'avait pas une seule chance, ne serait-ce que contre Luffy. Sauf s'il dévoilait des pouvoirs totalement de fou, une stratégie de dingue pour voler Nico Robin, sa présence était déjà vouée à l'échec. Alors quelle a été l'utilité de le faire venir avec tant d'arrogance pour le faire partir la queue entre les jambes 3 chapitres plus loin? Ça c'est une autre histoire. Mais j'ai l'impression que c'est la même pour plusieurs personnages ces derniers temps. Lui, Zunesha, bien qu'il y avait une explication si on suit ma théorie, et surtout Shanks. Donc ouais, Ryukugyu, très stylé, absolument fan de son flou du démon et de ce qu'il pourrait véritablement être, mais pour le reste, bon, voilà. Pour ce qui est de Shanks désormais, là encore j'ai 2 ou 3 points sur lesquels je voulais revenir. Dans un flashback, nous pouvons remarquer la silhouette d'Uta, sa présumée fille dans le nouveau film One Piece Red. C'est un point important, crucial même, puisqu'il permet en partie de considérer ce film comme canon dans l'histoire. Je dis en partie car c'est ce qui est déjà arrivé dans 2 films de One Piece. Shiki de Strong World était bien canon, il existe dans l'œuvre, pourtant le film et ses événements, eux, n'existent pas. Pareil pour Stampede, le vrai sens de Laftel a été révélé dedans avant de l'être dans le manga, ainsi qu'une scène entre Roger et Rayleigh. Pourtant, eh bien, les événements de Stampede, le combat contre Belette, ça n'existe pas dans l'histoire du manga. Ça sera donc la même pour One Piece Red. Uta existe bien dans le monde de One Piece, elle a peut-être donc véritablement un lien avec Shanks, c'est même quasiment sûr à en voir ce chapitre, mais tout ce qui se passera dans la chronologie du film, dans le présent du film, n'existera pas. Donc voilà, ça reste une très bonne surprise et j'ai encore plus hâte de découvrir Red désormais, le très bon coup marketing bien joué. Maintenant, la puissance de Shanks. Bon. Clairement, utilisons les termes. C'est quoi ce merdier? Shanks a déjà prouvé avoir un haki dépassant les limites de l'imagination. Même l'équipage de Barbe Blanche, le rival de Roger, reconnaissait sa puissance délirante. Mais la preuve que l'on a aujourd'hui dépasse encore plus nos espérances. Shanks a peut-être la meilleure utilisation de haki dans tout One Piece. S'il ne possède pas de fruit du démon, alors la logique voudrait que pour le mettre sur un pied d'égalité avec les autres empereurs, il ait un haki absolument terrifiant. C'est une contrepartie totalement honorable et il a très bien démontré en ciblant une seule personne avec son
son pouvoir et littéralement être capable de le paralyser. Généralement, quand le haki des rois est utilisé, il paralyse les adversaires, oui, mais totalement inférieur. Là, Shanks est parvenu à le faire, mais sur un amiral. C'est vraiment prodigieux. C'est fou. Une chose m'interpelle cependant, comment savait-il que Ryukugyu était ici? Comment a-t-il pu le localiser? Comment et pourquoi Shanks intervient toujours quand on s'y attend pas? La preuve avec Luffy qui allait se faire becter par le monstre marin au milieu de la mer, il a tout de suite localisé et sauvé. Pareil pour Kobe contre Akainu, Shanks est apparu nulle part et a tout de suite localisé le danger. S'il est tant spécialisé dans le haki, alors je me demande si finalement Shanks n'a pas débloqué les stades les plus avancés de ce fameux haki. Des stades que même les plus grands combattants n'ont pas atteints. Si Shanks a le meilleur des hakis des rois qui nous a été donné de voir, alors il doit avoir le meilleur haki de l'observation et le meilleur haki de l'armement également. S'il parvient à se déplacer si vite et par-dessus tout à prévoir et sentir des choses aussi loin, c'est peut-être car son haki de l'observation lui permet de voir un futur encore plus lointain que Katakuri lui-même. Pour l'instant, c'est toujours compliqué de parler de la véritable puissance de Shanks, mais il nous a malgré tout prouvé l'ampleur que peut prendre sa force et l'impact qu'elle a sur les monstrueux amiraux de la marine. Et pour finir, Shanks quitte finalement Wano Kuni et remet sa rencontre avec Luffy à plus tard. Du coup, le véritable sens de sa présence reste encore flou, mais comme je le disais dans la dernière review, il attend que Luffy devienne roi des pirates avant de se retrouver. Sinon, pourquoi ne l'aurait-il pas fait là, maintenant? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas pour tout de suite. Alors la théorie de Shanks Mastermind, elle, où en est-elle? Eh bien pareil, pas de nouveauté et on n'est pas prêt d'en avoir. L'objectif d'Oda est désormais de mener Luffy au 4ème Road Poneglyph. J'imagine que Shanks ne réapparaîtra pas d'ici un petit bout de temps. Il faut aussi dire que c'était un coup marketing pour One Piece Red, il est venu monter la hype, montrer Uta, faire un petit lien dans l'histoire et il est reparti jusqu'à l'année prochaine. Et finalement ça a assez bien marché. Son but actuel semble être Bartolomeo, alors le temps qu'il le retrouve et le temps que Luffy apprenne qu'il s'est fait dérouiller, ça risque d'être assez long. Et en toute sincérité, on va avoir tellement de choses à découvrir dans One Piece prochainement que ça serait dommage de rajouter Shanks dans cette équation. Tous les événements autour de Sabo, les révolutionnaires, les Shichibukai, le gouvernement, les poneglyphes, bref. Très clairement, un morceau comme Shanks mérite d'avoir une partie entièrement dédiée sans que personne ne lui fasse de l'ombre autour. Tout est pour l'instant trop agité pour se focaliser sur un seul personnage, alors désolé, mais il faut à mon avis pas trop en attendre de sa part pour le moment, et je pense même que c'est une très bonne chose. On arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu les bros, c'était long encore une fois, mais la partie ancienne et historique de One Piece m'a happé, c'était plus fort que moi, je suis désolé. Donnez-moi votre avis en commentaire, laissez le petit like et abonnez-vous si vous avez kiffé, merci. On se retrouve très bientôt, alors portez-vous bien, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, et à la semaine prochaine les bros, peace.